Le 15 janvier 2025, aux alentours de 17h30, je me promenais sur LinkedIn. J'y faisais rien de particulier, je scrolle et là je tombe sur la dernière publication de Marlène Giandolini. Pour replacer le contexte, Marlène, je la suis depuis des années en fait, parce que dès qu'on s'intéresse à la littérature scientifique sur le trail et l'ultra-trail, on tombe vite sur ses publications. Elle a fait sa thèse sous la direction de Jean-Benoît Morin et Pierre Samosino, avec quelques coups de pouce de Guillaume Millet, soit 3 des chercheurs les plus renommés sur le sujet. Elle publie quasi exclusivement dans les journaux les plus réputés et exigeants du champ, comme Sport Medicine, European Journal of Applied Physiology, Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports, Footwear Science, bref. Quand un papier est signé Giandolini, je sais que la qualité sera au rendez-vous. Donc je tombe sur son post LinkedIn qui annonce une récente publication dans Footwear Science, justement, et en la lisant, je me rends compte que cette publication répond parfaitement à plein d'interrogations que nous avons laissées en suspens quelques semaines plus tôt avec Guillaume Raoult, dans les 2 épisodes qu'on a réalisés sur les chaussures de trail, c'est les numéros 59 et 61. Je cite le post de Marlène, « Y a-t-il un intérêt aux plaques carbone en trail ? Notre récente étude ne retrouve aucune amélioration de l'économie de course sur terrain plat à une vitesse représentative de ces phases en trail, environ 11 km/h. Elle démontre aussi une diminution avec les plaques de l'économie de course en montée à une vitesse représentative de ces phases en trail, environ 7 km/h. Et elle n'observe pas de changement dans la biomécanique de course sur terrain instable avec des plaques. » Fin de citation. 17h30, je lis ce post. 17h32, je suis en train de parcourir le papier. 17h50, je lui envoie un mail pour lui proposer d'enregistrer avec moi dans les locaux de Salomon, car aujourd'hui Marlène, elle est sport scientist pour cette marque largement connue dans le monde du trail. La littérature de Marlène, elle est vaste, avec 2 ou 3 axes de recherche de prédilection aussi passionnants les uns que les autres, et donc j'ai dû faire des choix. Et j'ai décidé qu'on se concentrera sur les plaques carbone en trail et sur route, et ainsi qu'on complétera les échanges que j'ai eus avec Guillaume. C'est un épisode sous ce chapeau que je vous propose ici. Je m'appelle Cyril Forestier, je suis entraîneur de trail et pratiquant, mais surtout docteur en sciences du sport. Vous êtes dans Courir Mieux, le seul podcast de trail qui vous aide à progresser grâce à des conseils fiables basés sur la science. Et je suis ravi de vous présenter ce Scientific Day partie 1 sur les plaques carbone et les super shoes en trail et sur route. Avant de commencer, je remercie Suunto, partenaire de Courir Mieux pour la saison 2 du podcast et qui rend la réalisation de cet épisode possible. Suunto, c'est du matériel de pointe pour vos entraînements et vos aventures outdoor. Leurs équipements offrent de nombreuses fonctionnalités super utiles en trail, comme le suivi du kilométrage des chaussures grâce aux tags. Et aujourd'hui, Suunto et moi vous proposons de mieux comprendre le sujet des plaques carbone en trail et sur la route. Salut Marlène, comment ça va ? Très bien, merci en tout cas d'être venu jusqu'à Annecy pour ce podcast. Ça va, c'est pas très loin de là où je suis non plus. Moi, c'est plutôt moi qui te remercie parce qu'on est dans les locaux de Salomon, on a une belle salle et j'imagine que ton quotidien est bien rempli. Donc merci beaucoup de trouver du temps pour parler de plusieurs choses parce qu'on va faire un épisode en 2 parties si ça te va. Un peu d'abord de tes derniers travaux, surtout sur les plaques carbone dans le trail, pour faire suite un peu à ce que j'ai discuté avec Guillaume Raoult dans les épisodes que les éditeurs pourront trouver en ligne. Et après, on parlera un petit peu plus de ton rôle en tant que sport scientist chez Salomon. Je voulais discuter avec toi, en fait, parce que tu as un profil que, déjà, j'ai vu passer plein de fois et qui a un profil que je trouve super intéressant. Tu as fait un doctorat avec JB Morin et Pierre Samosino, qu'on salue au passage, que tu as soutenu en 2015. Et depuis, tu es sport scientist chez Salomon, donc tu es là pour aider au développement des produits, injecter des sciences là-dedans, mais tu as une particularité aussi, c'est qu'en fait, tu publies encore beaucoup, dans des journaux d'extrêmement haute qualité. Quand j'ai repris toute ta littérature, il y a quasiment que des journaux super, pour pas dire que des journaux super. Donc, c'est un profil que je trouvais vraiment intéressant et je voulais vraiment discuter de ça avec toi. Est-ce que, avant qu'on rentre dans les nombreuses questions que j'ai à te poser et surtout qu'on revienne sur 2 études importantes sur les plaques carbone et le trail, est-ce que tu peux te présenter aux auditeurs ? Donc je m'appelle Marlène Giandolini. Donc, comme tu l'as dit, j'ai fait ma thèse entre 2012 et 2015. C'était une thèse CIFRE. Le principe d'une thèse CIFRE, c'est une thèse qui est financée par un industriel. Et cet industriel, en l'occurrence, c'était Salomon. Et la thèse, elle portait sur l'effet de la biomécanique de course, sur la fatigue neuromusculaire et sur les contraintes mécaniques, spécifiquement en trail running. Et j'étais encadrée, comme tu l'as dit, par JB Morin et Pierre Samosino, surtout pour les aspects biomécaniques, et aussi avec derrière Guillaume Millet pour les aspects plus de fatigue neuromusculaire. Je peux directement dire que en fait, là, c'est une preuve que c'est cool, en fait, une thèse CIFRE, et que les interactions entre entreprises privées et sciences, elles sont quand même plutôt bénéfiques. Des fois, il y a des organismes qui critiquent ces collaborations, et en fait, au final, on se rend compte que ça amène à des beaux projets et des vraies réponses à des questions que
des gros appels à projets scientifiques un peu généraux comme des ANR, ils financent pas parce que c'est trop appliqué. Là où en fait, des marques comme Salomon, comme Decathlon par exemple dans les thèses là-dessus, ou comme plein d'autres marques, en fait ça donne des projets super intéressants. Complètement, et je pense que, en tout cas nous chez Salomon, c'est quelque chose qu'on entretient, cette relation avec les universités. Par exemple, en ce moment, on a 2 thèses qui sont en cours. Une avec toujours l'université de Saint-Étienne, et puis avec Guillaume Millet, et puis une autre avec une université en Nouvelle-Zélande. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on entretient, et je pense que la clé d'une collaboration saine entre une entreprise privée qui a des objectifs aussi, qu'on se le cache pas, de rentabilité, et une université qui a des objectifs aussi plutôt académiques de recherche fondamentale, c'est de trouver le juste milieu dans la construction de la thèse sur le côté appliqué et le côté fondamental, et que chacun y trouve son intérêt. Ça me va beaucoup comme début d'échange. Je te propose... Alors, je vais un petit peu parler, parce qu'il faut que je place le contexte pour les auditeurs, mais après, on va surtout t'écouter toi. Je voudrais commencer par une étude que tu as publiée en 2022, que j'ai trouvée ultra passionnante. Les 2 dossiers que j'ai choisis, et ça n'a pas été facile, comme je te disais en off, de choisir, parce que tu as 50 papiers super cool. Il faudra peut-être qu'on refasse un épisode un jour sur autre chose. Mais pour l'instant, je vais me concentrer sur 2 papiers. Vous avez fait une publication en 2022 sur une analyse de cluster, où vous avez cherché à voir si qu'est-ce qui explique que différentes personnes réagissent à des plaques carbone ou pas. Pourquoi chez les plaques carbone, comme on le disait avec Guillaume dans l'épisode, pourquoi est-ce que parfois ça marche super bien, parfois ça marche moins bien, et qu'est-ce qui explique ça? Alors là, on est dans le contexte de la course à pied sur route, on parlera du trail juste après. Et ton étude, elle montrait que parmi les personnes interrogées, les plaques carbone, elles amélioraient l'économie de course, mais que ça variait grandement à travers les individus. C'est d'ailleurs une chose que la méta-analyse de Rodrigo Carranza sur le sujet, elle mettait déjà en avant. Vous identifiez 3 clusters dans vos analyses. Donc en gros, pour les auditeurs, un cluster, tu seras libre de corriger par la suite, mais c'est un groupe d'individus qui répondent d'une façon similaire. Et en fait, il y a plein de réponses, et au milieu, on fait un groupe qui répond d'une façon, un autre groupe qui répond d'une façon, etc. Et les 3 clusters, c'était, en gros, le premier, c'était ceux qui répondent bien aux plaques carbone. On leur met des chaussures à plaques carbone plus rigides. Leur économie de déplacement, leur coût de déplacement s'améliore. Il y avait des personnes où c'était l'inverse. On leur met des plaques carbone, ça répond pas. Et il y avait le 3e cluster. Globalement, il se passe rien. Le 2e groupe, ça se dégradait. Et le 3e groupe, globalement, c'était équivalent. Si j'ai bien résumé, si je me suis trompé, je te laisserai corriger. Est-ce que tu peux, toi, nous expliquer, là, déjà ces résultats, si c'est bien ça que ça veut dire, et déjà, pourquoi? Qu'est-ce qui différencie des individus qui répondent versus ceux qui répondent pas aux plaques carbone sur la route? Alors aussi, pour donner un contexte un peu plus global à cette étude-là et à ces travaux-là, on a commencé à les initier en 2019. Historiquement, si on refait un petit peu une rétrospective, 2017, il y a la Vaporfly qui sort avec beaucoup de papiers qui montraient ce bénéfice sur l'économie de course. Projet sub 2 heures. Exactement, là, voilà. Et bon, alors il y a toute une équipe de l'université de Boulder au Colorado, dont faisaient partie Roger Cram et Hugh Kammer, qui sont des chercheurs d'une grande renommée dans ce milieu-là, qui a montré effectivement une amélioration de 4% avec ces super shoes. Super shoes, on pourra y revenir plus tard, mais il y a la plaque carbone, mais pas que. Et des résultats qui ont été répétés et répétés dans d'autres laboratoires et qui se confirmaient. 4%, c'est énorme. C'est énorme. Historiquement, avant ça, on voyait des améliorations de 1% de l'économie de course quand on réduisait la masse de la chaussure de 100 grammes. Donc là, on arrivait d'un coup à 4% d'amélioration. C'était énorme. Ça a vraiment fait énormément de bruit, autant dans le milieu industriel que dans le milieu scientifique. Et quand on a en fait après en 2018-2019 commencé à creuser un peu dans tous ces papiers qui sortaient, avant de se poser la question de savoir si on voulait aller sur ce créneau-là ou pas chez Salomon, on s'est rendu compte que tous les papiers, les vitesses moyennes des coureurs, c'était 18 km/h à peu près dans tous ces papiers. C'était des athlètes. Et je sais pas si tu connais la vitesse moyenne au marathon. Je te laisse la partager, je suis pas sûr, mais je crois que c'est 5 heures. Après, certainement que selon les sources et selon le type d'étude, il y aura des résultats différents, mais l'étude que j'ai en tête, en tout cas, c'est une étude qui a recensé plus de 5000 marathons aux US depuis les 50 dernières années. C'est 4h26. Okay. J'avais 5 heures chrono en tête, donc c'est un petit peu... Ouais, mais bon, en tout cas, on est loin du sub-2. C'est pas 18, En tout cas, on est très loin du sub-2. Et voilà, la réflexion, c'était de se dire, oui, on va faire une super chose qui peut-être va correspondre à moins de 1% de la population des marathoniens.
Mais quid des autres, sachant qu'au bout d'un moment, on pose une chaussure sur le marché et n'importe qui peut l'acheter. Donc c'est de là qu'est né ce projet-là qui a été mené par Michael Cholet, donc un stagiaire à l'époque qui ensuite a fait une thèse et qui visait à comprendre sur un gros échantillon de coureurs. Et 100 coureurs en biomécanique, physio, c'est énorme. C'est déjà des beaux panels. De comprendre justement quand on mettait une plaque carbone dans une chaussure ou qu'on n'en mettait pas concrètement, comment évoluait la physiologie de course et plus particulièrement le coût énergétique pour chacun des sujets, chacun des coureurs, et voir si justement il y avait des gens qui amélioraient avec la plaque carbone ou qui détérioraient. Et donc, comme tu l'as très bien résumé, les résultats, c'est que effectivement, pour compléter ce qui avait déjà été montré par les autres études, on avait une partie des coureurs qui était plus efficace physiologiquement avec les plaques carbone, avec la condition avec plaque, et on avait une partie des coureurs qui détérioraient leur économie de course avec ce modèle-là, avec les plaques carbone, sachant que plaque, pas plaque, c'était le seul facteur qui changeait entre les conditions. Et au milieu, effectivement, on avait un groupe de non-répondants, et c'est toujours ce qu'on a, on retrouve toujours ça dans ce type d'études, des gens qui, pour on ne sait quelle raison, on peut leur mettre n'importe quoi au pied, ils ont cette capacité à s'adapter et à maintenir la même dépense énergétique ou la même contrainte mécanique si on s'intéresse à d'autres paramètres. Et donc, on avait ces deux clusters-là, donc tu l'as très bien décrit, c'est des gens qui répondent de la même façon à une intervention. Et quand on s'est intéressé à chercher ce qui pouvait les différencier, donc on avait collecté tout un tas de variables à côté de la dépense énergétique, notamment leur VO2 max, leur VMA, et puis des facteurs plus morphologiques. La seule variable, enfin une des seules variables qui ressortait, c'était notamment leur VMA. Et en fait, les personnes qui bénéficiaient d'une plaque carbone, c'était ceux qui avaient les VMA les plus élevés et qui, du coup, pendant l'étude, couraient aux vitesses les plus élevées. Et inversement, ceux qui détérioraient leur efficacité de course avec les plaques carbone, c'était ceux qui avaient les VMA les plus basses et du coup, dans l'étude, qui couraient à des vitesses inférieures. Donc en fait, la seule différence que, en tout cas vous avez mesurée, c'est vraiment juste la vitesse de course, la capacité à courir vite. Et ces résultats, ils venaient complètement confirmer aussi d'autres études qui avaient été publiées avant, qui montraient qu'en fait, l'efficacité, enfin l'effet de la raideur de la chaussure, parce qu'on parle beaucoup de plaque carbone, mais en fait, il faut plus parler de comportement mécanique, notamment en flexion de la chaussure. C'est est-ce que la chaussure permet cette flexion des métatarses ou pas? Et en gros, il y a 2-3 études avant la nôtre qui ont montré effectivement qu'il y avait un effet très vitesse dépendant de l'efficacité de augmenter la raideur à l'avant-pied. Autrement dit, plus je vais vite, plus je bénéficierai d'avoir une chaussure qui est raide via, par exemple, l'ajout d'une plaque carbone, mais ça, on peut imaginer dans un futur autre chose, plus je bénéficierai de ce genre d'intervention. Tu as dit limiter la flexion des métatarses, c'est ça? Est-ce que tu peux juste vulgariser ça pour les auditeurs? Donc en fait, alors ça c'est un point hyper intéressant parce que dans l'imaginaire, et ce qui est ressorti quand la Vaporfly est sortie, c'est que la plaque carbone, en fait, oui, elle apportait ses 4% à elle toute seule, alors qu'encore une fois, on pourrait y revenir, mais c'est vraiment pas le seul facteur, parce qu'il y avait ce retour d'énergie. Or, les premières études qui ont été menées justement par cette université de Boulder, ils ont montré, et puis toutes les autres études derrière ont montré également, qu'en fait, il n'y avait pas du tout de flexion au niveau de l'avant du pied, de l'articulation des métatarses, et qu'en fait, la plaque ne se pliait pas. Or, si on a un stockage et une restitution d'énergie, c'est qu'à un moment donné, il y a une déformation via une flexion, par exemple. Or là, la flexion n'existe pas. En fait, le bénéfice de cette plaque carbone, c'est plus qu'elle va permettre d'avoir un effet, ce qu'on peut appeler un peu de rocking chair, où au moment où on va appuyer sous la tête des premiers métatarses, sous l'avant du pied, ça va créer un peu comme un effet de rocking chair ou de catapulte. Il faut imaginer, en gros, comme ce qu'on faisait quand on était gamin, quand on voulait envoyer une miette de pain avec une cuillère. Il faut imaginer ça. Et si je fais ça avec une cuillère traditionnelle, je vais avoir des bras de levier qui vont être efficaces parce qu'il y a une certaine rigidité et une certaine courbure aussi de cette cuillère-là. Si je fais la même chose avec une cuillère toute molle en silicone, je vais appuyer dessus et le transfert d'énergie sera moins efficace. Mais en tout cas, c'est pas la plaque qui se plie et qui restitue de l'énergie.
c'est parce qu'elle va venir justement bloquer en quelque sorte les métatarses qu'elle va permettre d'avoir justement ce transfert d'énergie plus efficace au moment de la propulsion. Chose qui peut avoir, on a plusieurs études de cas qui commencent à être publiées, qui peut avoir des effets néfastes. Il y a deux études de cas qui ont été publiées sur des fractures de fatigue au niveau des os du tarse. Ouais, on va en reparler dans 2 minutes. Bon, parfait. Ce que tu viens de dire, là, ça me soulève une question que j'avais pas prévue, mais qui me semble logique. Il y avait cette croyance, j'ai l'impression populaire, que la plaque, fallait justement la tordre. Et pour que ça marche, j'imagine que c'est pour ça que tu en parles dans ta réponse. Parce que si c'était le cas, on pourrait s'attendre à ce que les gens qui ont la plus grande foulée, la foulée la plus longue, donc un temps de vol élevé, et quand ils arrivent au sol, ils tapent fort sur la plaque, ils la tordent et ça restitue, et ben là, il y aurait des effets des effets d'amélioration du coût de déplacement. Et pour les personnes qui ont des foulées plutôt avec une haute fréquence, et ben là, il n'y aurait pas d'effet. Alors qu'en fait, là, vous l'avez, j'imagine, mesuré ça. Il n'y a pas d'effet de la fréquence ou de la longueur de pas, c'est vraiment la vitesse. Ouais, c'est vraiment la vitesse. C'est vraiment la vitesse et vraiment, je mets au défi quelqu'un de tordre une plaque. Alors, à la main, c'est sûr, et même en courant, si les gens peuvent le visualiser assez facilement avec leur téléphone qui ont des fréquences d'échantillonnage relativement élevées maintenant, où la plaque, la chaussure ne se tord pas, ne se plie pas. Et quand bien même elle se plierait, une phase de propulsion, ça dure à peu près 100 millisecondes. Bon, ça dépend, c'est très dépendant de la vitesse, mais on peut dire 100 millisecondes. Ça veut dire qu'on aurait un matériau qui arrive à se plier. Bon, alors en fait, il se plie pas. Et qui, en 100 millisecondes, arriverait à se plier et à restituer cette énergie-là. Est-ce qu'on peut imaginer, du coup, si c'est la vitesse, en admettant que ce soit vraiment ça, le facteur, et que c'est pas que la vitesse n'est pas un proxy, un corrélat de, en fait, pourquoi est-ce que les gens répondent? On pourrait donc imaginer qu'au fil de l'entraînement, des personnes qui sont du cluster, par exemple, numéro 3 dans ton étude, qui étaient les mauvais répondants, enfin ceux qui ça se dégrade, petit à petit deviennent répondants, et petit à petit deviennent des personnes qui répondent positivement aux plaques carbone. Ça te paraît logique, ce transfert de cluster? Je pense que ce transfert, encore une fois, de cluster, il est possible si on augmente la vitesse. C'est-à-dire, ce qu'on voit, c'est que dans notre étude, mon hypothèse, c'est que des gens du cluster des non-répondants, ceux qui répondent pas, enfin, qui répondent négativement, on va dire, aux plaques carbone, je pense que si dans la même étude où on les met dans une condition, on leur dit maintenant mettez-vous pas à votre allure marathon, on va dire 10-11 km/h, et c'est à peu près à ces allures-là, mais mettez-vous à votre allure d'un 5 km, donc ils vont plus vite. Je pense qu'ils pourraient bénéficier peut-être des plaques carbone. Parce que c'est vraiment une histoire de vitesse, et c'est ce qu'a montré aussi les autres études qui ont été publiées par d'autres laboratoires, où c'est les mêmes personnes pour qui ils font varier la vitesse, et la réponse, elle dépend vraiment plus de la vitesse. Voilà. Bah, du coup, tu viens de en partie répondre à une question que j'allais poser, mais je la repose quand même au cas où ce soit pas ultra clair. En fait, si demain je fais un test, je prépare mon marathon et je vois que je vais courir en dessous autour des 18 km/h, ou je fais un 5 km et je vais courir ce 5 km autour des 18 km/h, là, ça vaut le coup que j'ai une chaussure de route avec une plaque carbone. Si je vais courir en dessous de ces 18 km/h, c'est peut-être pas la peine. Effectivement, je pense que c'est vraiment le côté pacing et allure, pour moi, c'est un des critères qui doit orienter le choix. Après, encore une fois, nous, on a le luxe ici dans nos études de faire varier juste ce paramètre-là. La réalité, c'est que dans un magasin, il n'y a pas que ça qui varie. Et l'autre facteur à prendre en compte avec ces super shoes-là, c'est qu'en général, c'est des chaussures qui sont avec des matières très peu denses, très molles, très étroites. Et il y a aussi et du coup, par voie de conséquence, ce sont des chaussures qui sont instables. Et je pense qu'il y a aussi à prendre en compte, alors c'est quelque chose qu'on n'a pas encore documenté, on va dire scientifiquement, mais c'est des paramètres qui sont à prendre en compte aussi dans la capacité des coureurs à contrôler, entre guillemets, cette instabilité. Et c'est ce qu'on a vu sur une étude un petit peu pilote qu'on a fait ici en interne sur 1 heure de course chez cette population-là qui court à peu près à 10-11 km/h. C'est qu'effectivement, si on leur donne une super shoes avec tout ce que ça implique, des mousses molles, une semelle relativement étroite et puis cette raideur à l'avant du pied, pendant les 5 premières minutes, ils sont plus efficaces avec cette chaussure-là. Et puis après, ce qu'on observe, c'est qu'en fait, ils deviennent plus efficaces avec une chaussure un peu plus traditionnelle au fil du temps. L'hypothèse derrière, c'est justement de dire, justement, c'est peut-être cette capacité à contrôler cette chaussure instable
pendant les premières minutes, mais au bout d'un moment, du fait de patterns musculaires particuliers, de force et faiblesse musculaires particulières, et ben au bout d'un moment, il n'arriverait plus à contrôler ces facteurs d'instabilité. Ouais, ça me fait. Je m'étais noté ça dans votre papier, vous, de 2022, vous parlez de bonne efficacité biomécanique. Il y a la vitesse, mais on peut imaginer, ce que tu soulèves là, c'est un espèce de, excuse-moi la vulgarisation, mais un espèce de gainage du pied ou de la chaîne inférieure qui permet de supporter ce retour d'énergie qui va propulser pour de vrai et faire en sorte que ce soit dans un axe utile pour la course à pied, parce que sinon, en fait, tu as un retour d'énergie, mais ton pied va faire un peu n'importe quoi et donc tu bénéficies pas de la plaque carbone. Ouais, complètement. Dans votre article, vous mentionnez également l'importance du coup de l'articulation métatarso-phalangienne, la MTP, qui jouerait un rôle clé dans la réponse aux plaques rigides. Et tu viens de le dire, il y a des papiers, des études de cas qui ont souligné que cette articulation-là, elle était super importante, mais par exemple, c'est Tenford et al. En 2023 qui souligne qu'elle peut être plus à risque de blessure pour les personnes qui utilisent des chaussures plaquées avec plaque carbone que des chaussures non plaquées. Là, eux, ils parlent d'une étude de cas sur une ou trois études de cas, je crois, sur des fractures de stress, fractures de fatigue. La question que je me posais un petit peu là, c'est, on revient sur les bancs de la fac avec des cours d'anatomie de base, mais elle sert à quoi cette articulation MTP? Alors l'articulation MTP, donc c'est l'articulation des métatarses, et c'est une articulation qui va avoir principalement 1 degré de liberté, notamment en flexion, et qui a la particularité de seulement absorber de l'énergie. En gros, elle ne sert pas à avancer et à créer de la force pour propulser, mais elle va juste absorber de l'énergie au moment de sa flexion. Donc au moment de la propulsion, quand on fléchit les avant-pieds, elle va vraiment permettre ça principalement. Et ce qui avait été documenté dans les premières études sur les super choses des plaques carbone, c'est que la différence par rapport à des chaussures racing de l'époque, par exemple des Nike Streak ou ce genre de choses, c'est des chaussures qui bloquaient cette articulation. Et comme c'est une articulation qui fait que dissiper de l'énergie, l'hypothèse était de dire, s'il y a ce gain énergétique, c'est en partie parce qu'on vient justement limiter cette perte d'énergie au niveau de l'articulation de la MTP. Mais comme tu le disais, le problème à ça qui commence à être, enfin le problème, en tout cas, il y a quelques études de cas qui commencent à être publiées, c'est que le fait de bloquer cette articulation-là, ça vient par voie de conséquence bloquer d'autres articulations plus distales dans le pied, notamment au niveau des os du tarse, qui pourraient créer des fractures de fatigue si l'usage de ces chaussures-là devenait trop fréquent et dans des volumes trop importants. C'est des études qui ont été, quand on regarde un petit peu le détail des papiers, les 2-3 cas que j'ai en tête, c'est vraiment des triathlètes qui ont des gros volumes d'entraînement et qui utilisent beaucoup ces chaussures-là. Donc c'est quelque chose à garder en tête, qui est très peu documenté encore pour l'instant, mais qui est clairement quelque chose à continuer d'avoir à l'œil. Ouais. Avec Guillaume, on parlait, dans l'épisode avec Guillaume, on parlait de choix de chaussures en fonction de force et faiblesse individuelles. On prenait par exemple mon exemple qui est de la faiblesse au niveau des chevilles de par des antécédents de blessures importants dans cette zone-là, qui fait que, par exemple, je supporte très mal les chaussures à petit drop parce que ça met des contraintes sur cette partie-là. On peut imaginer que des personnes qui ont du coup peut-être des fragilités au niveau du pied seront, même s'ils courent à 18, ce serait une mauvaise idée de passer sur des plaques carbone. Et donc en fait, il y aurait ce nouveau facteur entre ta force dans ton pied qui rentre en compte dans le choix d'une plaque carbone, en plus de la vitesse. Ouais, complètement. C'est un paramètre qui est complètement à prendre en compte, au même titre que c'est quelque chose, je pense, qui, il y a quelques années en arrière, avait été pris en compte aussi dans la prescription, la recommandation, on va dire, de chaussures minimalistes ou ce genre de choses. C'est considérer l'individu et ses forces et faiblesses et ses antécédents de blessures dans la recommandation est capital, je pense. J'avais une dernière question sur cette étude avant qu'on passe sur celle sur le trail. Vous avez mesuré la vitesse, qui est un facteur discriminant entre les 3 clusters. On a parlé de peut-être un espèce de gainage, de force dans les stabilisateurs du pied qui pourrait aider. Est-ce que selon toi, il y a des éléments qui ne sont pas mesurés encore par la littérature, qui ont besoin d'être creusés et qui expliqueraient encore des réactions, enfin la réponse aux plaques carbone? Ou est-ce que pour toi, là, en fait, globalement, le tour de la question est fait? Dans notre étude, de par la lourdeur du protocole, on n'a pas pu non plus explorer
énormément de paramètres. On s'est contenté de rester sur des paramètres relativement simples de foulée de façon très macro sur des temps de contact, des fréquences de foulée, des paramètres physio de VMA, des choses comme ça, de l'anatomie. Mais on n'a pas du tout creusé des choses un peu plus spécifiques autour de la biomécanique vraiment du pied, autour des forces et faiblesses musculaires. Donc clairement, oui, je pense qu'il y a encore plein de choses à explorer. Mais il faut savoir aussi et d'expérience, parce que ce genre d'études de clustering, de comprendre les réponses, c'est des choses qu'on a aussi fait par ailleurs sur les mousses molles avec l'Université de Saint-Étienne, avec une thésarde qui s'appelait Marie-Caroline Play, et avec Guillaume Millet, où arriver à expliquer, savoir qu'il y a des gens qui répondent différemment, c'est facile. C'est facile. Si on sait quel paramètre est pertinent, c'est relativement facile. En l'occurrence, pour les plaques, c'est le coût énergétique. Par contre, savoir pourquoi les gens répondent différemment, c'est là où c'est énormément complexe, parce que l'individu est complexe, parce qu'il y a tout un tas de facteurs, parce que il y a des limites aussi expérimentales. Donc voilà. Mais c'est clair qu'on a balayé 1% des possibilités à ce niveau-là. Je crois qu'il y a des travaux actuellement qui sont menés, je veux pas trop en dire parce que je sais pas à quel point c'est privé ou pas, mais des travaux sur les facteurs psychologiques de l'attente de réponse, un espèce d'effet placebo. Il y a tous ces exactement, il y a tous ces facteurs-là aussi qui sont à prendre en compte. Hein. Il y a des facteurs il y a plein de choses. C'est là aussi où je pense qu'en sciences du sport, il faut aussi de la créativité et de l'imagination pour essayer d'aller sortir un petit peu des sentiers battus. Avec Marlène, depuis tout à l'heure, on discute en fait de comment répondre correctement aux besoins des athlètes, comment faire des choix pertinents pour leur pratique, et c'est un point qui me fait penser à Wise, partenaire de cette saison 2 du podcast. Wise, c'est une marque créée par et pour des ultra-trailers, avec des équipes de pratiquants passionnés qui réfléchissent chaque jour aux produits les plus adaptés à nos besoins lorsqu'on sera sur les sentiers, en essayant d'y laisser l'impact le plus petit possible. Récemment, Wise a développé la Thermal Shell, une seconde couche prévue pour courir par des températures entre -10 et 5 degrés, grâce, par exemple, à des empiècements en laine de mérinos et d'autres coupe-vents. Elle est fabriquée au Portugal par leur partenaire Petratex, dont différents procédés comme le recyclage de l'eau ou l'utilisation d'énergies renouvelables sont éco-responsables. Je vous invite à découvrir la Thermal Shell sur le site de Wise, le lien est en description, et maintenant revenons à cet échange avec Marlène. Je te propose de passer sur ton étude récemment publiée, encore une fois sur les plaques carbone, mais cette fois dans le contexte du trail. En fait, tu as poursuivi cette ligne de recherche, et là, dernièrement, vous avez publié un papier sur les plaques carbone, du coup, dans le contexte du trail. Le papier est est excellent. Il y a des analyses statistiques super poussées, des analyses fréquentistes et bayésiennes, qui est rare, mais qui apporte des réponses complètement nouvelles et sous un autre angle que moi, j'apprécie particulièrement à lire. Et vous avez analysé l'efficacité de chaussures plaquées, rigides en tout cas, sur différents paramètres biomécaniques et physio en montée, en descente et à plat sur un terrain que vous avez artificiellement accidenté. Et vos résultats, ils montrent que l'augmentation de la rigidité longitudinale des chaussures, elle n'a pas trop d'effet sur l'économie de course sur terrain plat, et elle entraîne même une augmentation du coût de déplacement en montée. Donc en gros, pour une même vitesse en montée, on va consommer plus d'énergie. À plat, les participants, ils couraient en vitesse à environ 11,6 km/h, donc ça rejoint encore ce qu'on a dit sur le fait que c'est trop lent pour répondre aux plaques carbone, ok. Et donc ça, c'est une espèce de résumé de l'étude. Si jamais tu as quelque chose à rajouter, je te laisserai faire. Il y a avant d'entrer dans les questions plus pointues, j'en ai m'en poser une toute petite. À la lecture du papier, sur le coût énergétique, il y a 25 grammes d'écart entre la paire de chaussures sans plaque et la paire de chaussures plaquées. Et vous avez une augmentation du coût de déplacement avec la chaussure plaquée qui fait environ, donc il y a 10% de plus du poids. Est-ce que tu penses que ces 2% en plus, ils peuvent être liés à ce petit poids en plus en bout de chaîne, ou est-ce que tu penses que l'explication elle est ailleurs ? Alors sur ce point-là, le poids, de toute façon, dans toutes les études qui portent sur la chaussure, à partir du moment où on compare des conditions, on sera jamais exactement, enfin, on peut faire des compensations de poids, mais on sera rarement exactement au même poids. Deux éléments de réponse par rapport à ta question. La première, c'est que il y a plusieurs études qui ont montré effectivement qu'en fait, le poids allait avoir un impact sur le coût énergétique à partir d'une différence de 100 grammes. 100 grammes, si on ajoute 100 grammes en gros sur le pied, on va augmenter de 1% l'économie de course. Donc là, on a 25 grammes. Donc a priori,
C'est toujours la bonne excuse pour se dire, bon, a priori, ça devrait pas. Ça devrait faire 0,2% au max. Ouais, ça, voilà. Et l'autre élément de réponse par rapport à ça, c'est que on pourrait se dire, on va ajouter, et on l'a déjà eu fait sur d'autres études par le passé, on va ajouter une petite masse de 25 grammes sur la chaussure sans plaque pour compenser. Là où nous, on rentre pas là-dedans, c'est parce qu'on se dit, il faut considérer aussi la chaussure dans son ensemble. Et si ajouter une plaque, ça a un effet bénéfique pour telle ou telle raison, mais que par ailleurs ça ajoute du poids, ça fait partie en fait de la chaussure finale. Et sur la chaussure finale, on va pas rajouter un petit gramme de 25 sur le pied de la personne, sur le pied de l'usager. Donc c'est aussi considérer, étudier un facteur à la fois, ça c'est sûr, mais c'est aussi quand même considérer la chaussure dans sa réalité finale. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas compensé et que fondamentalement, je pense que 25 grammes, ça n'a pas un effet incroyable. Ok. Vous avez du coup pas d'effet des plaques carbone sur la course à plat sur un terrain accidenté. Il courait à 11,6 km/h. Est-ce que pour toi, en fait, pareil, là, la seule explication, c'est ça, c'est qu'en fait, en trail, on court même à plat. Quand on court à plat, c'est sur terrain accidenté. Alors, en dehors des portions route, mais même sur les portions route, il n'y en a pas beaucoup des coureurs qui dépassent les 18 km/h sur trail. J'ai rédigé un papier là-dessus dans Relance il n'y a pas longtemps en analysant la saison de Thomas Cardin, par exemple, qui a fait des courses où il y a des parties roulantes à plat. Les 18, il les passe rarement et pourtant, et du coup, derrière lui, il y a quand même du monde. Est-ce que pour toi, l'absence de bénéfice, elle est juste là ? Ouais, alors comme pour le précédent papier, juste pour remettre un petit peu de contexte et pour expliquer pourquoi on a fait ces études-là et pourquoi on s'est engagé dans ces travaux-là. De la même façon, ça venait des super choses et du transfert de technologie entre le road running et le trail running. Où il y a 2-3 ans en arrière, on commençait à avoir des chaussures à plaques et des super shoes du road où on adapte juste la semelle externe, la haute sol, ce qui permet d'adhérer vraiment au sol, qui donne les propriétés d'adhérence et qui était transféré plus ou moins tel quel au trail. Et on s'est posé la question de la pertinence de ce transfert-là avant de se dire oui, nous aussi on va aller là-dedans, ou alors non, on va prendre une autre voie. Donc on s'est posé ces questions-là et on a commencé par analyser un petit peu les pacings sur différentes courses de trail. On a notamment fait ce travail-là sur le 40 km sur le marathon du Mont Blanc. Donc trail quand même relativement technique, et on a comparé les temps des 30 premiers, des 30 du milieu, les allures des 30 premiers, des 30 du milieu du peloton et des 30 derniers. Et on s'est rendu compte que la vitesse moyenne des 30 premiers, moyenne sur la course, c'était 11 km/h. Sur les phases de plat, au max, sur un marathon, un format maratrail, ça allait jusqu'à 15 km/h. Les descentes, ça dépendait aussi de la technicité. Et les montées, même les premiers, ils étaient aux alentours de 8 km/h, quelque chose comme ça. Si on regarde le milieu de peloton et les 30 derniers, il n'y avait pas tant de différence que ça. Ça se jouait à 2-3 km/h. Mais en tout cas, les vitesses, elles étaient, quelle que soit la phase, sauf peut-être des fois en descente, en dessous des 7 km/h. Donc ça, c'est le premier élément de réponse, de dire, sur un maratrail, la vitesse moyenne, elle est de 11 pour les premiers, ce qui n'est pas si élevé que ça. Et puis ensuite, elle est de 6 et 4 km/h pour le milieu et la fin. Et si l'autre course qu'on a étudiée, c'était l'UTMB. Et notamment, cette fois, juste le top 30. Le top 30, mais pareil, même question, je ne sais pas si tu as une idée de la vitesse moyenne d'un Jim Wemsley en 2023 sur... Je crois savoir, c'est 9,5. Nous, quand on a recalculé le truc, on était aux alentours de 8, mais bon, la finalité est la même. En tout cas, il n'est pas à 18. Il n'est pas à 18. Et comme tu l'as très bien dit avec l'exemple pour Thomas, sur les phases de plat, en moyenne, encore une fois, peut-être qu'à un moment donné, ils vont faire des pics de vitesse à une certaine allure sur une section un peu goudronnée, roulante, etc. Mais même sur des phases de plat, si on arrive à les trouver sur un UTMB, ils sont à 12-13 km/h. Donc encore une fois, on est bien loin des 18 km/h des super choses. Et donc c'est de là qu'on a commencé à travailler sur ça. Et donc cette étude-là, le but, c'était pas de se dire on met les gens au max en montée, on met les gens au max sur le plat et puis on regarde ce qui se passe. C'était vraiment d'essayer. Et c'est là aussi un peu la complexité expérimentale, c'est d'essayer de répliquer ces conditions de trail
en labo. Donc pour l'aspect pente et l'aspect allure, c'est relativement facile. On règle le tapis à des allures qui sont représentatives d'un trail et on demandait aux coureurs qui ont couru de se caler sur leur vitesse quand ils sont dans une course. Donc la plupart c'était plutôt des courses 30-40 km, donc déjà c'était des courses élevées. En montée ils étaient à 7 km/h, ils couraient, alors que dans la réalité tout le monde ne court pas déjà. Et puis après pour la surface irrégulière, le but aussi c'était de voir l'impact de la chaussure sur pas seulement les aspects énergétiques mais aussi les aspects contraintes articulaires au niveau de la cheville, du genou et de la hanche. Parce qu'à partir du moment où on rigidifie une chaussure, on va modifier les bras de levier et potentiellement en modifiant les bras de levier qui sont au niveau le plus distal, au niveau du pied, par effet de conséquence, par effet de chaîne, on peut aussi modifier ce qui se passe au-dessus. Donc c'était ce qu'on voulait étudier. Ce que je viens de dire, ça m'amène à un autre résultat que vous avez eu dans l'étude, au-delà du manque de bénéfices de la plaque sur les courses à plat. Justement, vous trouvez que, si je me souviens bien, entre les paramètres biomécaniques avec chaussures plaquées et chaussures non plaquées, il n'y avait pas spécialement de différence. Ce qui, pour moi, me faisait penser à la croyance populaire que les chaussures plaquées, par exemple, sont plus instables ou demandent plus de travail. Et là, vous, il se passait rien. Donc, en fait, elle est un peu fausse, peut-être, cette croyance. Ouais, en fait, c'était assez surprenant parce que nous, l'hypothèse de départ au niveau biomécanique, au niveau physiologique, on s'attendait à ces résultats-là. Notamment en montée, c'est des choses qui avaient déjà été documentées par l'équipe, par Decathlon, par des travaux de Decathlon, par un papier écrit par un chercheur qui s'appelle Perrin, et donc on s'attendait plutôt à ça. Donc ça confirme aussi ce qui avait été documenté par ailleurs. Et par contre, au niveau biomécanique, vraiment, on s'attendait à avoir, pas forcément à avoir un petit peu un transfert des contraintes, peut-être entre le genou, la cheville, entre une version plaquée et une version non plaquée. Et en gros, des différences au niveau de la stratégie avec laquelle la personne va gérer l'instabilité. Parce que c'est un petit peu ça le truc, c'est que en fait, on est plutôt bien foutu en tant qu'humain et que coureur, c'est qu'on s'adapte, on est assez résilient, on arrive à s'adapter et à faire en sorte de rester, de maintenir un pattern stable. Mais par contre, cette chose-là, ça peut nous demander de la sursollicitation musculaire ou alors de modifier un petit peu la répartition des contraintes. Et on s'attendait un petit peu à ça en se disant peut-être qu'on va avoir plus de contraintes au niveau de la cheville avec la version plaquée, etc. Parce que justement, on vient un petit peu bloquer cette mécanique du pied. Au même titre qu'à l'époque, dans les années 2000, des chaussures un peu motion control, le fait de bloquer le pied engendrait des surcontraintes par ailleurs sur différentes articulations. Donc c'était un petit peu ça l'hypothèse de départ et on a été surpris qu'au final, il n'y avait pas de différence vraiment entre les deux. Après, le petit résultat qui est quand même à noter, même si c'est plutôt de la perception et c'est plutôt de l'ordre du subjectif. Mais on demandait aux gens aussi leur perception des irrégularités du terrain, parce qu'il y avait aussi cette petite hypothèse-là de dire, pour s'adapter à un terrain instable, on a besoin de ressentir ce qui se passe un minima sous le pied, parce qu'on a des capteurs sensoriels sous pied qui nous permettent ça. Et on s'était dit, le fait d'ajouter une plaque, ça vient un petit peu filtrer et peut-être que justement on a moins de perception qui pourrait expliquer des changements biomécaniques. Donc on a bien une tendance au niveau de la perception des irrégularités du terrain, c'est-à-dire qu'avec la plaque carbone, les gens percevaient moins les irrégularités du terrain, ce qui peut paraître très logique. Mais par contre, ça ne se répercutait pas au niveau des mesures qu'on a faites au niveau biomécanique. Donc là encore, c'est est-ce que l'absence de résultat, c'est juste qu'il n'y a pas de différence et c'est comme ça, ou est-ce que c'est qu'il faut creuser sur d'autres paramètres, par exemple sur des patterns d'activation musculaire un peu différents ou des choses différentes. Mais on pourrait imaginer, notamment sur des muscles stabilisateurs de cheville, sur des longs péronés, des choses comme ça, ça pourrait être, je pense, intéressant. Mais voilà, c'est comme pour l'autre étude, ça fait partie des choses qu'on laisse ouvertes pour nous ou pour les autres équipes de recherche qui vont travailler sur le sujet. Juste pour résumer le résultat que vous avez eu sur le confort, c'est-à-dire que sur la sensation dans la chaussure, les personnes ne percevaient pas la chaussure comme plus confortable ou moins confortable qu'une autre. Je ne sais pas si vous l'avez mesuré. Non, ça. Alors on ne demandait pas on travaille énormément en analyse sensorielle par ailleurs chez Salomon, dans le labo, et on fait vraiment la distinction entre ce qui est de l'ordre de, on va dire, de l'hédonique, de l'émotionnel, c'est-à-dire le confort, j'aime ou j'aime pas, et ce qui est de l'ordre de la sensation. Et on a un petit peu, on va dire,
une règle, on est un peu dur là-dessus, mais c'est que quand on a des petits échantillons de testeurs, et là, en l'occurrence, c'était un petit échantillon, on n'avait pas 100 personnes dans cette étude-là. Le confort, on allait avoir l'avis, en gros, de 10 personnes sur une petite phase de course dans un labo, donc ça faisait pas trop sens. Donc c'est pour ça qu'on s'est plus attardé sur la sensation, et pas du j'aime pas, mais est-ce qu'ils sentent une différence en termes de perception du terrain entre les deux chaussures, plutôt que le confort. Marlène, on arrive doucement à la fin de cette première partie. Je te propose qu'on passe juste par la section de Gollum met la lumière sur. Gollum, c'est un partenaire du podcast Courir Mieux, qui est expert en frontal. Et il propose chaque semaine aux auditeurs de poser leurs questions. J'en ai sélectionné une, enfin presque, un commentaire et une question. Le commentaire que j'ai eu, c'est trop cool, tu vas interviewer Marlène. Donc je voulais quand même te le transférer, parce qu'il y a plein de gens vraiment qui ont dit j'ai lu sa thèse, c'était super. Il y a des gens qui ont lu une thèse, bravo. Qui ont dit super. J'ai écouté des interventions qu'elle a fait en ligne et c'était super intéressant, donc elle était très content. Donc je voulais quand même te partager cet enthousiasme. Merci à eux. Et l'autre question que j'ai sélectionnée, qui vient directement dans la ligne de ce qu'on vient de discuter, c'était les plaques carbone en trail, elles ne sont pas utiles pour le coût du déplacement et peut-être plutôt pour le filtre terrain. Est-ce que tu peux revenir sur ce concept de filtre terrain, de quoi on parle, et est-ce que c'est bien le filtre terrain? Parce qu'en fait, on dit on sent moins le terrain, donc par exemple, on peut imaginer sur un ultra, on est content peut-être de ne pas sentir chaque caillou au bout de 160 bornes, mais est-ce qu'il n'y a pas des conséquences sur les activations musculaires, sur les stratégies qu'on met en place pour évoluer? Et est-ce que tu peux nous parler un peu de ça? Ouais, complètement. C'est que les plaques carbone, c'est un peu le raccourci. Parce qu'en fait, dans toutes ces études-là, et au final, l'effet qu'on cherche à évaluer, c'est pas la plaque carbone. La plaque carbone, c'est un moyen d'augmenter la raideur de la chaussure. Et demain, on peut imaginer avoir une autre technologie qui nous permet de faire ça. Donc, c'est pas vraiment la plaque en soi en tout cas dans ces travaux, on essaye de juger, en tout cas de qualifier son effet, mais c'est plus le comportement mécanique, notamment en flexion de la chaussure. Et effectivement, d'un point de vue énergétique, en trail, à notre sens, notre point de vue, qui peut être discutable et qui pourrait, c'est que avoir une forte rigidité telle que l'apporte la plaque carbone, c'est pas utile. C'est pas utile et ça peut même faire plus de mal que de bien, notamment sur des phases de montée. Par ailleurs, on peut moduler cette rigidité à l'avant du pied, notamment avec des différents matériaux, différentes épaisseurs, différentes constructions. Et il y a aussi tout un rôle, à mon sens, des plaques, pas carbone, qui vont permettre de filtrer un petit peu les aspérités du terrain. Et quand on fait une course, on va courir pendant 20, 30, parfois même 40 heures, qui peut être bénéfique pour essayer de soulager un petit peu, peut-être potentiellement la plante du pied de toutes les aspérités-là. Et là, nous, ce qu'on essaye de faire, ce qu'on s'efforce de faire, c'est d'apporter ce filtre terrain sans changer le comportement vraiment en flexion mécanique pour ne pas bloquer justement cette articulation des méta, parce qu'on pense que c'est pas nécessaire en trail. Et est-ce que tu penses que diminuer les sensations dans le pied en sentant moins le terrain, ça peut avoir des conséquences négatives sur à quel point est-ce que tu es bon? Je pense à un papier, par exemple, que vous avez fait, où vous entraîniez des gens à bien descendre. Il y a quand même des façons de descendre ou de poser le pied en trail qui sont efficaces et d'autres qui le sont moins. Est-ce que tu penses que ça peut avoir des conséquences ou au final, non, c'est que de la sensation? Et là, ça va être... je vais m'écarter un peu du côté scientifique, mais des fois, c'est intéressant parce que je pense qu'on a la chance aussi d'être un petit peu en relation quand même avec nos athlètes du team chez Salomon. Et il y a un côté empirique qui n'est pas à négliger. Et aussi, on s'en rend compte, en fait, à force d'accumuler des données. C'est que notamment sur ces descentes-là et de manière générale sur les terrains instables, en fait, c'est comme tout. On n'a pas la même stratégie, on n'a pas le même comportement et on n'a pas les mêmes préférences. Et ça, je pense que c'est un peu le nerf de la guerre et c'est la chose à garder en tête, c'est que moi, je ne crois pas à une solution universelle qui va correspondre à tout le monde et je pense qu'on est tous différents. Sur ce sujet-là spécifiquement, ce qu'on voit en descente, c'est qu'il y a en fait différentes stratégies pour être efficace en descente. Je m'explique. Il y a ceux qui vont être plutôt en mode, qui vont être très sur
à travailler sur des qualités de pied, qui vont jouer avec le terrain, qui vont avoir peut-être, de par des qualités proprioceptives importantes, qui vont vraiment avoir cette capacité à être très réactifs et qui, par conséquence, vont avoir besoin de ressentir le terrain pour pouvoir être efficaces en descente. Il y a plusieurs athlètes dont j'ai en tête par rapport à ça. Il y a, historiquement, Kylian. Si à l'époque, il y a quelques années en arrière, il y a une quinzaine d'années en arrière, on a conçu la Senses Lab, c'est parce qu'il avait ce besoin-là et cette envie-là pour être efficace. Il y en a un autre qui est Mathieu aussi, qui verbalise ce besoin de pas être trop isolé du sol. Et à l'inverse, il y a tout un tas de coureurs, je pense, qui, pour le coup, eux, ils sont plus en mode j'ai envie d'allonger la foulée, il faut rien que je ressente. Et puis, un peu à l'image de ce qui se passe dans le ski, quand les skis se sont mis à être élargis au niveau du patin, etc., pour juste ne plus jouer trop avec le terrain, mais tracer des grandes lignes droites, etc., pour être efficace. Et je pense que voilà, il y a un peu on s'éloigne un peu du côté scientifique, mais ce côté empirique-là que je décris, il est quand même appuyé sur des données qu'on a accumulées au fil des années, qui est qu'il y a différents comportements en descente et différentes préférences. Il y a ceux qui ont besoin de ressentir le terrain, et il y a ceux qui préfèrent se dire si je suis isolé, je vais pouvoir envoyer en gros. Et la complexité de ça, de notre encore une fois, c'est très qualitatif, mais c'est que ces stratégies-là et ces préférences-là, elles semblent aussi évoluer au cours d'une course. C'est-à-dire entre la première descente au 20e kilomètre et puis la dernière au 140e, peut-être que j'aurais pas envie des mêmes choses. Donc, le message global pour raccourcir, c'est de dire je ne crois pas à la solution universelle en disant ça c'est bien et ça c'est pas bien. Je pense que c'est très dépendant des préférences des gens, de leur qualité musculaire, proprioceptive, peut-être d'antécédents de blessures, si j'ai eu des entorses à répétition, et ça peut expliquer aussi mes préférences. Donc, je pense que tout ça est très complexe et moi, je serais incapable de dire ça c'est bien et ça c'est pas bien. Et nous, notre boulot, c'est d'essayer de contenter le plus grand nombre via nos solutions. Ouais. Oui, de s'intéresser à la moyenne des gens, mais il ne faut pas oublier que dans la moyenne, il y a des individualités. Et exactement. Et justement, je pense on essaye de s'intéresser en tout cas, alors pas à la moyenne, mais à la masse, mais pas dans le sens péjoratif du terme, au plus grand nombre. On a la chance d'avoir tout un service aux athlètes qui nous permet aussi d'être plus spécifique sur une population plus exclusive, mais on essaie d'être très inclusif et se dire ok, la masse, le plus grand nombre, parce que la masse ça peut paraître péjoratif, mais c'est absolument pas dans ce sens-là que je le dis. Le plus grand nombre, quel est leur schéma en fait et leurs préférences. Marlène, je te remercie beaucoup pour toutes ces réponses pour la partie 1. Je vais encore te garder 5 minutes pour un petit moment abonné Patreon. Mais déjà pour l'enregistrement tout public partie 1, on s'arrête là. On va se retrouver dans quelques instants dans la partie 2. Et merci beaucoup pour toutes ces réponses. De rien, merci. Voilà, c'est tout pour cet épisode sur les plaques carbone et les super shoes en trail et en running avec Marlène Giandolini. Je remercie For Endurance, mon partenaire nutrition qui soutient la saison 2 du podcast Courir Mieux. For Endurance propose un large choix de produits énergétiques de qualité que j'utilise personnellement et dont plusieurs gammes sont composées en respectant les recommandations de la science. Cette semaine, je vous invite à découvrir la boisson Energy Unit Drink 90, saveur cerise de Endurance qui propose 90 grammes de glucides par portion, un ratio 1,08 maltodextrine fructose. C'est typiquement la boisson que j'utilise sur mes sorties longues et vous pouvez la retrouver sur le site de For Endurance qui est en description de cet épisode. Je remercie également à nouveau les 3 autres partenaires de cette saison 2 qui n'existeraient pas sans eux, Gollum, Suunto et Wise. Si cet épisode vous a plu, je vous invite à vous abonner à Courir Mieux et à noter le podcast si votre plateforme d'écoute le permet. On se retrouve la semaine prochaine pour la partie 2 avec Marlène Giandolini. Et d'ici là, n'oubliez pas que selon Edwards Deming, sans donner à l'appui, nous ne sommes qu'une personne de plus avec une opinion.